l'état d'urgence, l'état d'urgence permanent, le fichage. Et en matière numérique, on peut faire un parallèle puisque le Covid accélère des transformations numériques qui étaient déjà à l'œuvre, mais qui s'accélèrent. Moi, je développerai 3 points clés sur les questions du travail et puis je finirai par 3 points importants d'alternatives. Le premier point, c'est évidemment la question du télétravail. Jusque-là, avant le Covid, c'était 5% des salariés environ qui travaillaient, essentiellement des cadres. Maintenant, on est entre 25 et 30% du salariat qui est concerné par le télétravail, donc changement d'ampleur. Le deuxième changement, c'est le changement lié à la nature du télétravail qui, avant la crise sanitaire, était un télétravail quelques jours par semaine et qui, avec la crise sanitaire, a pu devenir, pour un certain nombre, un télétravail temps plein, et donc avec des salariés entre 5 et 10% qui, depuis 1 an, sont en télétravail temps plein. Et puis la troisième transformation, c'est le changement de principe où jusque-là le télétravail était fondé sur le volontariat et avec le Covid ça a été un télétravail contraint. Après on peut discuter sur la contrainte avec des volontaires un peu contraints aussi pour raisons sanitaires, on est toujours mieux protégé quand on est à la maison que quand on est au travail. Pour autant, ce télétravail, c'est important de le rappeler, il ne concerne toujours pas tout le salariat, loin de là, puisqu'il concerne quasiment exclusivement les cadres et professions intermédiaires, avec des nouvelles questions qui se posent. C'est pour ça que dans la CGT, c'est l'UGICT qui travaille plus précisément ces questions-là, donc la CGT des cadres et professions intermédiaires, avec aussi comme question le fait qu'il ne faut pas que le télétravail approfondisse le fossé entre ce qu'on pourrait dire rapidement les cols bleus et les cols blancs. Mais en tout cas, dans le débat médiatique, c'est important de rappeler que tout le monde n'est pas en télétravail, loin de là, c'est toujours une minorité, même si c'est une grosse minorité. Le télétravail, malgré le contexte dégradé dans lequel il se met en place aujourd'hui, c'est une forte aspiration des cadres et des professions intermédiaires. Nous, on fait, là, depuis la crise du Covid, on a fait 2 grandes enquêtes sur la situation des salariés en télétravail et leurs aspirations. Donc, à chaque fois, on a entre 10 et 15 000 réponses. Et ces 10 ou 15 000 salariés qui nous répondent nous disent, et je reviendrai dessus, que leurs conditions de travail sont très fortement dégradées. Mais dans le même temps, ils nous disent à quasiment 98% d'entre eux qu'ils veulent continuer à télétravailler après la crise sanitaire, mais pas dans ces conditions. Pourquoi est-ce qu'ils et elles veulent continuer à télétravailler ? D'abord parce que c'est du temps retrouvé. Le télétravail, c'est moins de temps de trajet, c'est évident. Mais c'est aussi important aussi de se rappeler quel est le volume du temps de trajet. En France, hein, c'est en moyenne 1 heure par jour, donc 5 heures par semaine. Quand on sait qu'un cadre travaille déjà en moyenne 44h30 par semaine, plus 5 heures, c'est juste intenable si on veut avoir une vie à l'extérieur ou une vie de famille. Deuxième aspiration forte, c'est la question de l'autonomie dans le contenu de son travail et aussi dans l'organisation de son travail et de ses horaires. Il y a la moitié des cadres qui sont en forfait jour, donc eux ont déjà une forme d'autonomie sur la définition de leurs horaires. Le télétravail permet à 70% des salariés qui sont en télétravail, pas tous, c'est d'ailleurs un gros problème, d'avoir plus d'autonomie sur leurs horaires, même si ils ou elles ne sont pas en forfait jour. Et puis le troisième point, c'est la capacité à bien travailler. Et ça doit fortement interroger sur les conditions de travail en présentiel, puisqu'il y a une telle dégradation des conditions de travail en présentiel, notamment avec le développement des open space, flex office, etc., que quand on doit faire une tâche où on doit se concentrer et produire un travail intellectuel, bien souvent on est plus efficace de chez soi. Et donc dans ce contexte, quelle est la stratégie du patronat? La stratégie du patronat, elle est de jouer sur ces aspirations fortes des salariés pour faire passer le télétravail comme une faveur et du coup dire vous voulez votre télétravail, je vous le donne, mais en échange vous renoncez à tous vos droits. Et ainsi pouvoir ubériser le salariat de l'intérieur avec des salariés en télétravail qui n'ont plus de salariés que le nom parce qu'ils n'ont plus de droits, ils n'ont plus de prise en charge du matériel par l'employeur et c'est eux qui se payent leur matériel de bureau, etc. Ils n'ont plus de réglementation en matière de temps de travail, etc. Deuxième objectif du patronat, c'est des gains de productivité, donc d'abord avec des optimisations de surface. Dans l'étude qu'on va rendre publique la semaine prochaine, moi sincèrement je ne m'attendais pas à ce chiffre, il y a 30%, enfin un tiers des salariés en télétravail qui ont répondu, qui nous ont dit qu'il y avait des réorganisations de locaux qui étaient en cours. Quand même, en pleine crise sanitaire, en 1 an, les boîtes ont déjà eu le temps de réorganiser les locaux. Et par contre, dans le même temps, on leur demande est-ce qu'ils ont été formés au télétravail.
il y a seulement 20% des managers, ceux qui sont en première ligne sur le télétravail et qui sont le plus en difficulté, le plus en alerte rouge sur les risques psychosociaux, seulement 20% d'entre elles et d'entre eux ont été formés sur la mise en place du télétravail. Donc on n'a pas le temps de former, mais on a le temps de supprimer les bureaux. Et puis, le troisième avantage que voit le patronat, c'est la délocalisation du travail qualifié et l'externalisation du travail qualifié, même plus précisément. Ça peut se traduire par de la délocalisation à l'international. Je pense par exemple à l'Inde, qui a un nombre d'ingénieurs très important et qui est déjà d'ailleurs très largement utilisé par les grosses boîtes françaises. Mais ça peut être aussi externalisation et sous-traitance. C'est la raison pour laquelle nous, notre stratégie syndicale, c'est de gagner un encadrement strict du télétravail pour empêcher cette ubérisation, en garantissant aux salariés en télétravail les mêmes droits que les salariés en présentiel, notamment en matière de respect du temps de travail, d'effectivité du droit à la déconnexion, mettre en place des trêves de mail pour justement garantir des frontières entre vie privée et vie professionnelle, limiter le nombre de jours en télétravail. Ça, c'est un vrai débat. Parce que, encore dans notre enquête, on a quasiment 15% des salariés qui voudraient continuer à télétravailler temps plein. C'est un vrai sujet, pour nous, comme syndicat. Normalement, on n'est pas, pour un regard éclairé, à décider tout seul des positions où on travaille avec les salariés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 15%? Pour autant, on pense que c'est trop dangereux pour le collectif de travail, les ruptures avec les autres salariés, l'efficacité moyen-long terme, les capacités d'innovation aussi, les échanges informels et bien sûr la question de la délocalisation. Donc on pense qu'il faut limiter le nombre de jours par semaine de télétravail, à l'image de ce qu'on vient d'obtenir dans la fonction publique, où on a obtenu un accord dans la fonction publique qui limite à 3 jours par semaine de télétravail et qui garantit tous les droits fondamentaux que j'ai rappelés. Dernière chose pour finir sur la question du télétravail, je voulais quand même rappeler que pourquoi est-ce que ce télétravail en mode dégradé s'est mis en place massivement? Grâce aux déréglementations que Macron avait mis en place en 2017, où il a permis que le télétravail se mette en place sans qu'il y ait de négociations avec les syndicats. Jusque-là, pour faire le télétravail, il fallait un accord collectif avec les syndicats. Depuis 2017, il n'y a plus besoin d'accord collectif, il n'y a même plus besoin d'avenant individuel au contrat de travail. Il suffit de se mettre d'accord par tout moyen, comme disent les juristes. C'est-à-dire, on peut se dire entre deux portes, d'accord, on passe au télétravail, il n'y a pas besoin d'avoir d'écrit. Donc autant dire que les droits des salariés, il n'y a aucun cadre clair. Dans l'accord que nous avons signé le 13 juillet dernier dans la fonction publique, on a obtenu la prise en charge intégrale des frais liés au télétravail, donc de l'équipement du salarié et remboursement de tous les frais professionnels, c'est la moindre des choses, mais ce n'était pas du tout le cas, et une indemnité forfaitaire de 2,50 € par jour de télétravail. C'est mieux que rien, mais franchement, c'est pas du tout à la hauteur. Et donc nous, bon, bien sûr, un accord, de toute manière, c'est un compromis à un instant T. On l'a signé parce que c'était mieux que ce qu'il y avait avant et parce que c'est bien mieux que ce qu'il y a dans le privé, donc ça va nous permettre de tirer vers le haut le privé. Mais par contre, sur les indemnisations forfaitaires, on est très critique parce que ce qu'il faut, c'est avoir une évaluation au réel du coût du télétravail et donc intégrer les coûts de chauffage, les coûts d'électricité. Donc ça, c'est le premier aspect sur le télétravail. Deuxième aspect d'accélération des transformations numériques, c'est la question de la plateformisation de l'économie. On sait qu'avec le confinement, les modes de consommation ont été transformés extrêmement vite et en profondeur avec une consommation en ligne au lieu de se déplacer physiquement. On a un déplacement des chaînes de valeur vers les plateformes avec, là vous avez vu tout le débat qui monte sur les métiers en tension, tout ça pour mieux faire passer la réforme de l'assurance chômage dans un mois, entre parenthèses. Mais donc les métiers qui recrutent le plus en ce moment, c'est les livreurs, avec la stratégie d'ubérisation, là pour le coup pas de l'intérieur mais de l'extérieur clairement, du salariat avec des livreurs qui n'ont plus du tout le statut de salarié même s'ils ont toutes les contraintes et les obligations. À la fois sur cette question de la plateformisation de l'économie, je pense que c'est aussi important de se dire qu'il y a aussi des alternatives intéressantes qui se produisent en termes de possibilités de lien direct producteur-consommateur. Je pense que toutes et tous dans cette salle, vous avez des expériences d'AMAP, de coopératives qui se sont montées pour aussi contourner les supermarchés, la grande distribution, etc. C'est important de l'avoir en tête parce que dans les alternatives, on voit aussi sur quoi on peut appuyer. Et de l'autre côté, il y a trois gros sujets sur cette plateformisation. Le premier, c'est évidemment le statut des travailleurs et des travailleuses. Et donc là, il y a des luttes qui se multiplient au niveau mondial. Et là, on est en train de marquer des points sérieux sur le fait qu'il y a un lien de subordination qui est évident et donc il faut payer
la protection sociale. On a, nous, des syndicats de livreurs à vélo qui même s'organisent sous forme de coopératives pour contourner l'Uber. Le deuxième sujet, c'est quelle gestion environnementale sur l'explosion des trajets, puisque on est quand même dans un paradoxe où on nous a expliqué que le courrier, la poste, c'était plus rentable, et là on a une explosion des colis et du trafic de colis. Et on serait bien content d'avoir un opérateur unique, national, service public pour livrer ces colis, pour éviter d'avoir cette parcellisation de livraison qui est complètement hallucinante et très dangereuse pour nos villes et pour l'environnement. Donc il faut avoir un débat collectif sur quelle gestion de l'infrastructure de livraison et reposer la question du service public dans ce cadre-là, sachant, petite parenthèse, que même quand vous passez par la poste, le colis est massivement sous-traité. En Ile-de-France, c'est 50% des colis qui sont sous-traités et non payés. Et donc il y a une question aussi sur le juste prix de la livraison, puisque maintenant la livraison c'est 0, alors que ça doit coûter si on veut qu'il y ait des conditions sociales. Dernière question sur la plateformisation, c'est la question du déplacement de la valeur, où de fait c'est les plateformes de mise en relation qui peuvent absorber la valeur au détriment du producteur et du produit. Donc il y a ce sujet-là à avoir. Troisième gros sujet de transformation qui s'accélère, c'est la question de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, où moi je me souviens quand on a commencé à travailler sur cette question à l'UGICT, on a commencé à travailler en 2014 sur le sujet, ce qui se disait, c'est que l'automatisation allait concerner l'exécution et les emplois intermédiaires. Maintenant, et ça incite à être modeste sur le numérique et sur toutes les provisions sur le numérique, maintenant ce que disent les experts, c'est que potentiellement il n'y a plus de limite en fait. On est capable d'automatiser beaucoup plus de boulot qu'on ne le pensait. Et donc nous, ce que nous disons, c'est que ça n'est plus possible de dire la simple limite, elle est technologique et on automatise tout ce qu'on peut automatiser d'un point de vue technologique. Il faut avoir un débat sociétal et social sur qu'est-ce qu'on veut automatiser ou pas par rapport aux besoins de la société. Et donc avoir une anticipation, un débat collectif. Et puis cette question de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, en fait, comme vous le savez, pour automatiser un métier, on commence par le standardiser, c'est la première étape. Et donc le numérique joue aujourd'hui à plein en standardisation du travail intellectuel et relationnel qui n'avait pas encore été standardisé, contrairement au travail ouvrier. Et là, on assiste quand il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui dans le secteur du soin, de l'aide à la personne, de la santé. C'est lié bien sûr aux conditions de travail et aux salaires qui sont faibles, mais c'est aussi lié au sens du travail avec des personnels dont on a standardisé complètement le travail et on a supprimé pourtant le fondement, le centre, la chose la plus importante, c'est-à-dire la dimension relationnelle du travail. Et donc c'est de ça dont il faut débattre. Les trois points clés d'alternatives que je veux développer. Le premier, c'est il faut prendre le contrôle de l'innovation. C'est pas possible de laisser le contrôle de l'innovation, en particulier numérique, au capital. La difficulté qu'on a aujourd'hui, d'une façon générale pour le numérique, mais pour les médicaments c'est pareil, c'est qu'aujourd'hui, les grandes boîtes, elles ont externalisé le risque en matière d'innovation. C'est les startups qui font les innovations. Quand ça intéresse une grande boîte, elle rachète l'innovation avec les brevets que vous connaissez pour la question des vaccins et pour ses propres fins. Et donc, elle peut transformer la finalité de l'innovation si ça ne l'intéressait pas, et en tout cas la financiariser. Et donc, le souci, c'est que ce qui va voir le jour et ce qui va être développé en grand, c'est uniquement les innovations qui peuvent dégager de la valeur pour le capital et qui peuvent avoir un intérêt lucratif. C'est ça qu'il faut inverser. Il faut que des innovations puissent se développer avec un caractère social et environnemental. Et je dirais même, il faut que le développement d'autres innovations, comme par exemple le sujet sur la 5G, le débat qu'on aurait dû avoir, c'est quel est l'apport de la 5G pour nos besoins sociaux et nos besoins environnementaux. Puis on regarde, est-ce qu'il y a un apport ou pas? Et là, on décide ensemble si on le fait ou pas. Le problème, c'est que ce débat n'a pas eu lieu. Et c'est avec ces critères-là qu'on devrait pouvoir évaluer ensemble toute innovation et décider si elle vaut le coup ou pas. Donc, il y a une question, prendre le contrôle de l'innovation, c'est la question du financement qui est posée. Il faut un financement public massif, bien sûr pour la recherche, mais aussi pour l'innovation, pour garantir ça. Un enjeu très important, la question d'avoir un cloud souverain, enfin en tout cas d'avoir des alternatives aux GAFAM. Vous vous souvenez peut-être
de la question de l'hébergement de nos données de santé, où ça fait partie des stratégies du choc. Le gouvernement a profité de la pandémie pour accélérer la mise en place d'un projet qui s'appelle le Health Data Hub, c'est-à-dire une plateforme pour héberger toutes nos données de santé, en argumentant sur c'est le suivi comme ça des cas contacts, et plateforme de toutes les données de santé confiée à Microsoft sans appel d'offres. Nous avons été un collectif d'associations, et l'UGIC-CGT en fait partie, à faire un recours au Conseil d'État, sur lequel on a obtenu partiellement gain de cause, mais seulement partiellement. Le Conseil d'État a reconnu que le fait d'aller chez Microsoft n'offrait pas la garantie du respect du RGPD, puisque entreprise américaine, donc ça veut dire que dès que le gouvernement américain le demande, nos données peuvent être utilisées là-bas. Et donc derrière, nous avons interpellé via nos administrateurs la Caisse nationale d'assurance maladie, et grâce au travail qu'on a fait, la Caisse nationale d'assurance maladie a pris position en disant ça n'est qu'une solution transitoire. Dans un an, enfin je ne sais plus s'ils ont laissé 1 an ou 2 ans, mais 2 ans, il faut qu'on change d'hébergeur. Donc c'est quand même une belle victoire qu'on ait pu réussir à obtenir ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argument principal pour aller sur Microsoft, c'était il n'y a pas d'alternative. C'est malheureusement partiellement vrai. Il y a des alternatives parce qu'il y a OVH, il y a, voilà. En termes d'hébergeurs, là je ne te parle pas de, tu vois, c'est d'hébergeurs, mais le problème c'est que c'est partiellement vrai, et donc il y a besoin très sérieusement de construire des solutions industrielles, et je prononce le mot à dessein, pour avoir des alternatives en termes d'hébergement de données. Enfin en tout cas nous c'est ce que nous pensons. Deuxième point clé d'alternative, c'est évidemment la question des gains de productivité qui sont complètement occultés aujourd'hui. Les gains de productivité liés au numérique qui sont massifs. Rien que sur le télétravail, il y a une étude de l'INSEE, une synthèse de l'INSEE qui est sortie en juin qui montre que c'est entre 20 et 30%. Bon après, et ça doit nous profiter à nous. Aujourd'hui, les gains de productivité liés au numérique, ils profitent aux GAFAM et au capital et aux actionnaires. Profiter à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre une réduction collective du temps de travail. Les nouvelles possibilités d'automatisation permettent de travailler moins. Ça peut être du positif de travailler moins, dès lors que ça nous permet de travailler moins en étant payé tout autant. Donc c'est la raison pour laquelle la CGT, elle porte la semaine de 4 jours et la réduction du temps de travail à 32 heures sans réduction de salaire qu'on peut financer aisément avec les gains de productivité. Et le troisième levier pour finir, c'est de débattre sur le contenu du travail et de mettre à l'ordre du jour un travail réellement humain, c'est-à-dire de cesser d'avoir un travail qui soit là pour singer la machine ou même pour être au service de la machine, parce que ce qui se passe dans les entrepôts Amazon, c'est que les salariés sont au service et dirigés par la machine, ce qui est le comble de l'aliénation, pour avoir un travail qui soit centré sur les besoins humains, le relationnel, l'innovation, etc. Et donc nous, on ne croit pas du tout à la fin du travail. Nous, la société, elle a besoin énormément de travail humain, toujours plus de travail humain. Quand on voit tout ce qui va mal dans notre société, on voit qu'on n'a pas besoin de moins de travail. C'est pour ça que nous, on n'est pas du tout sur les options, c'est un autre débat de revenus de base. Mais on pense que ce qu'il faut débattre, c'est d'avoir un travail réellement humain, à la fois pour l'émancipation des salariés, puis surtout pour le bien-être de la société. Sur la question que tu posais sur est-ce qu'on pourra gagner sur le numérique tant qu'il y a le capitalisme, bien sûr que le capitalisme, c'est un système qui est catastrophique pour la planète et pour le social. Bien sûr qu'il faut se battre contre et que ça fait 300 ans qu'il y a des gens qui se battent contre. Mais moi, je pense qu'il y a deux écueils sur lesquels il faut être vigilant. C'est un, ne pas penser que la fin du capitalisme, ça règle tout. Le patriarcat existait avant le capitalisme, le racisme, il existait avant le capitalisme. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Et la deuxième chose, c'est attention, encore une fois, à ne pas s'impuissanter. Quand on dit il faut atteindre le sommet pour pouvoir faire bouger quoi que ce soit, moi, la première chose que ça me donne, c'est de dire je ne peux rien faire. Et donc, et on a le même problème d'un point de vue climatique, où il faut qu'on soit très vigilant parce que à chaque fois qu'on fait monter la conscientisation sur la gravité de la crise environnementale, il faut faire attention à ce que l'impact ne soit pas négatif sur en fait on ne peut plus rien faire, la catastrophe va arriver, enfin, vous savez, sur le catastrophisme qu'on entretient. Donc il faut bien tenir les deux bouts de la chaîne et montrer toute la stratégie quand même. La dernière grande période d'avancée sociale
Après-guerre, tout ce qui a été gagné avec le programme du Conseil national de la résistance, etc., on a pendant plus de 30 ans vécu dans une forme d'économie mixte avec des nationalisations massives, de très grands services publics, une sécurité sociale très importante, etc. Malgré le fait que c'était un système capitaliste, mais on avait une bonne partie de l'économie qui était socialisée. Donc c'est aussi ça dont il faut avoir conscience. Même avec un système capitaliste, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Il ne faut surtout pas s'impuissanter en conditionnant toute avancée à ça. Il faut vraiment faire attention. Enfin, moi je pense que comme militants et militantes, notre premier ennemi, c'est le fatalisme et le défaitisme. Moi, je peux donner deux exemples récents dans les luttes. Le premier exemple, c'est Nokia. Vous avez suivi que dans le même temps que le gouvernement a imposé la 5G, ils ont supprimé un tiers des effectifs de Nokia en France, qui est le seul opérateur européen et qu'on avait sur le sol français qui développe la 5G. Donc non seulement on fait la 5G, mais en plus on se met dans la main des Chinois ou des Américains. Et donc les ingénieurs de Nokia se sont très fortement mobilisés. Et ça s'est passé en ligne avec des AG en ligne où ils ont été plus de 1500 en AG en ligne et ça s'est traduit derrière par grève, manif, etc. Mais le fait de pouvoir faire des AG en ligne a été vraiment un levier de mobilisation. Et j'ai un deuxième exemple récent, il y a eu un plan social à IBM et on a les camarades là-bas ont parlé de grève numérique, ils ont appelé les salariés à la grève numérique et en fait le mode d'action c'était d'aller envahir le conseil social économique, le CSE, qui débattait, qui avait à son ordre du jour le débat sur le plan social. Ils ont donné les codes du CSE qui avait lieu en visio à tous les salariés. Tous les salariés se sont connectés et le CSE a sauté. Et donc il faut vraiment, nous, pour mener la lutte, la première des choses, ça doit être la combativité. Et donc de montrer ces exemples-là, que bien sûr que le capital, pourquoi est-ce que le capitalisme est là depuis 300 ans et que le système survit à toutes les crises et qu'il se nourrit de crises, on le sait, il a une capacité d'adaptation et de récupération de toutes les innovations sociales, etc. Mais nous, derrière, on a aussi une capacité d'imagination systématique. Là, on perd par la porte, on regagne par la fenêtre et on ne s'arrête jamais. Et c'est ça qu'il faut montrer, toutes ces luttes-là, et c'est pour ça que la lutte des livreurs, elle est importante. Et l'histoire de Pegasus, il s'est passé un truc de fou cet été. Pegasus, ce logiciel, vous avez vu, qui permet de pirater un téléphone sans laisser aucune trace, et même le téléphone éteint, d'écouter tout ce qui se passe et de capter toute la vie privée de plein de personnes. Enfin, il ne faut surtout pas que le soufflet retombe et qu'on fasse comme si ça ne nous concernait pas, parce que pour l'instant, c'est le haut du gratin qui a été ciblé. Ces technologies, maintenant on sait que, enfin on savait déjà d'ailleurs que c'était possible de faire ce genre de choses. Maintenant, ça a été mis sur la place publique, que des États et des entreprises se nourrissaient de ça et le vendaient. On ne peut pas laisser ça comme ça. Là, il faut une grande initiative pour demander à ce que ces technologies soient interdites, pour demander à ce qu'on soit protégé par rapport à ça. Enfin, et je vais m'arrêter là.